Comment se passe la vie au quotidien pendant la guerre? Comment on prend une douche? Comment on ferme la porte à clé en fuyant la ville? Comment on s'engage? On s'aime et on continue à vivre malgré tout. Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Clara Marchaud, journaliste pour l'Express et le Figaro. Clara est auteure du livre « Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine ». Dans ce livre, elle raconte le quotidien de la guerre qui échappe à la couverture médiatique. Bonjour Clara, tout d'abord merci d'avoir accepté cet entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Toi, tu es auteur du livre qui vient de sortir, un livre tout neuf en fait, qui est sorti en France, qui s'intitule « Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine ». On te connaît comme journaliste qui avait travaillé pour plusieurs médias ici en Ukraine. Tu voulais pas couvrir la guerre, tu avais commencé à travailler en Ukraine bien avant que la grande invasion russe ait lieu. Et finalement, la guerre te rattrape et toi, tu écris ton livre. Alors, ma première question à toi serait voilà, sur les motivations. Qu'est-ce que t'a motivé dans ce grand tourbillon de l'histoire, avec la guerre, avec la nécessité de te déplacer, fuir, revenir, travailler pour des médias? Qu'est-ce que t'a motivé de prendre la plume, bon, pas la plume, mais ton écran, ton ordinateur et commencer à écrire ce livre? Alors en fait, j'ai eu plusieurs, motivations, et disons que l'idée est arrivée, au fil des mois. J'ai commencé à écrire en fait des carnets, à prendre des notes, sur ce que je voyais, sur ce qui se passait parce que je me suis rendu compte, c'est vrai qu'au début, dans les 6 premiers mois, il se passait tellement de choses, on avait l'impression qu'il se passait, autant de choses en un mois qu'en un an donc j'avais vraiment peur, d'oublier. C'est un peu étrange mais d'oublier ce qui s'est passé et je voulais m'en souvenir pour l'après parce qu'en fait, on ne sait pas jusqu'où, quand est-ce que ça se terminera et jusqu'où ça va aller et puis il y a quelque chose d'autre aussi, je l'ai aussi écrit, c'est assez, en fait, je l'ai écrit surtout pour mes proches, en France parce que, quand je suis rentrée pour la première fois, enfin, d'abord, je suis rentrée, sans le dire à personne, à mes proches en France, je suis rentrée une fois en avril et puis après, bon, je revenais un peu plus souvent, et en fait, c'était très douloureux, je m'en souviens, quand je suis rentrée pour la première fois, j'avais plein de messages de tous mes amis, français et en fait, ils me regardaient comme si, j'étais, comme si je revenais, de Syrie ou d'Irak, vous voyez? Enfin, en fait, la l'idée, et d'ailleurs, je trouve ça révélateur qu'on dise, comme si je revenais de Syrie. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'Ukraine était que ce pays en guerre et j'avais un énorme décalage entre, le fait que je revenais de chez moi, enfin que c'était juste chez moi et que l'image de l'Ukraine avait complètement changé, l'image mentale, en fait, de l'Ukraine, chez mes proches, mais au-delà de ça, enfin chez les lecteurs, dans la société française, l'image de l'Ukraine avait complètement changé, et finalement, je trouve que la guerre a dépossède en fait un pays, de son image. Vous regardez, enfin maintenant vous tapez sur Google Mariupol et puis, vous voyez que des ruines et du coup, en fait, il y avait une certaine incompréhension, ce qui c'est assez enfin pour moi en tant que journaliste, c'était assez étrange. C'est-à-dire que d'un côté, je raconte dans mes reportages, j'écris, ce que je vois, ce qui se passe. Donc les Français quand ils me regardaient, quand je les rencontrais, ils avaient du mal à comprendre ce que c'était, la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils pensaient,
Mais d'ailleurs toujours aujourd'hui même, alors mes proches maintenant ont compris un peu, enfin on en a quand même beaucoup parlé, mes proches en France, mais pendant très longtemps, quand je disais que je cherchais un appartement, à Kiev, ça pouvait être, enfin je sais pas, les gens pensaient qu'il y avait que des ruines, aussi pendant très longtemps par exemple, et même aujourd'hui, ça m'arrive en parlant à des médias quand j'ai des invitations, d'interviews pour ce livre où les gens me disent: «Ah mais vous rentrez quand? Il est quand votre avion?» Donc en fait, les gens comprennent pas trop qu'il y a plus d'avions en Ukraine depuis 2 ans, que la vie a totalement changé. Mais c'est des éléments hyper quotidiens, hyper sensibles, qui sont hyper difficiles à comprendre et que vous pouvez pas vraiment expliquer dans un reportage, quoi. Enfin, vous pouvez expliquer ce que c'est un bombardement, mais finalement, il y a une image de je trouve qu'il y a une image de la guerre et du coup, par extension de l'Ukraine, quand on regarde les en fait, en tant que média, on montre, notamment à la télévision, on montre ce qui est choquant, on montre on montre pas le quotidien, en fait. C'est pas quelque chose qui est, newsworthy, enfin qui vaut de l'info, en fait, qui est de l'info. Alors qu'en fait, pour moi, c'était quand même, c'était une information et ça permet aux lecteurs de mieux comprendre la vie quotidienne et donc les Ukrainiens. Oui, tout à fait. Donc, c'est une histoire du quotidien pendant la guerre. C'est une approche que je nommerais même une approche phénoménologique parce que même, voilà, si vous ouvrez ce livre, vous allez voir les chapitres qui s'intitulent par exemple Rêver ou Prendre une douche ou bien Fermer la porte à clé. D'ailleurs, Clara, j'avoue, j'ai beaucoup aimé ce chapitre en particulier ou bien un chapitre qui s'intitule Aimer ou S'engager ou Enfant. C'est le tout dernier chapitre vivre pendant la guerre. C'est vrai que voilà, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, il y a un certain décalage entre ce regard journalistique, toi comme journaliste qui est censé couvrir ce qui se passe et d'autre part, voilà, ton profil comme écrivaine. Bien sûr que c'est ton deuxième livre, donc c'est tu es jeune et donc tu peut-être pas un auteur, voilà voilà reconnu, voilà comme ça phare en France, mais voilà une tentative de raconter, le quotidien et aussi à travers, les yeux des gens ordinaires. On retrouve, d'ailleurs dans ton livre, beaucoup de récits personnels, c'est-à-dire que tu décris toi, comment était ton appartement, le 24 février, tu décris, avec beaucoup de détails comment était ton chemin de Kharkiv à Kiev, le 24 février aussi, donc tu as dû partir de Kharkiv. Tu décris comment étaient tes sentiments, voilà, tes vêtements que tu avais oubliés, n'est-ce pas, à Kharkiv et donc l'absence de brosse à dents et autre chose. Mais tu racontes aussi, tu laisses les autres parler, beaucoup d'histoires, de récits et ce sont des gens de ton âge. En fait, à la base, tu es colocataires, c'est-à-dire des filles et des garçons aussi de ton âge qui étaient, voilà, dans le même milieu, dans le même endroit, dans ce quartier en Bologne, à Kiev, c'est-à-dire, quartier nord-ouest, on va dire, nord-est, plutôt, on va dire, de la capitale et donc tu fais parler les gens et donc voilà, d'où ma question, est-ce que voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là à vouloir faire parler, la jeunesse? Donc faire parler les gens, entre 20 et 30 ans, en fait. Donc il y a beaucoup plus de jeunes dans ton livre que des gens plus âgés. Même s'il y a des plus âgés, il y en a aussi. En fait, c'est un peu un hasard, je pense, le fait déjà que j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que, j'ai plus vécu la guerre que j'ai couvert la guerre dans le sens où, je devais vivre, enfin, j'avais mon appartement, par exemple, chaque chapitre, parle d'un élément qui change pendant la guerre, mais qui a été changé pour tous les Ukrainiens et parce que je vis en Ukraine, pour moi aussi, mais pour les étrangers en Ukraine, par exemple, qui habitaient, c'est juste le fait de vivre, d'avoir une vie quotidienne et cetera donc prendre une douche, c'est le enfin, je voulais partir, en fait, de cette idée de tout ce qui a changé, c'est-à-dire, prendre une douche, par exemple, c'est le rapport au corps, à l'hygiène, le rapport à la nourriture, fermer la porte à clé. En fait, c'était un chapitre qui a été, qui justement était sur le rapport à la maison, quand on est à l'étranger, quand on fuit sa maison, quand on y revient aussi, quand votre maison est détruite, enfin, au matériel, disons aimer, c'est sur l'amour, bien sûr, et effectivement, finalement, j'avais beaucoup d'exemples, donc que j'ai trouvé dans mes notes,
de la vie quotidienne, des anecdotes qui je trouvais étaient plus parlantes en fait, étaient plus parlantes que de faire des grandes recherches, de parler à des chercheurs par exemple, enfin et c'est vrai que je suis entourée de gens de mon âge je suis un peu, et je pense que par rapport à d'autres journalistes aussi en Ukraine, heu, enfin je parle co d'ailleurs je parle comme une personne de mon âge, c'est ce que mon éditrice dit, j'écris comme une personne de mon âge. C'est-à-dire que j'ai une écriture assez, orale, hem et justement je voulais, faire ces interviews, faire ces entretiens, laisser de la place, aussi, alors beaucoup à mes proches, mais parfois c'est des gens que je connaissais pas, hein. Il y a aussi des histoires, par exemple, il y a une histoire d'une fille, qui a une trentaine d'années, de Mariupol, que je connaissais, avant, l'invasion à grande échelle, mais Et Maria. Maria, oui, mais que je connaissais pas personnellement, enfin, qui est pas mon amie, par exemple. Mais les autres, en fait, c'est que je pense que ça me permettait plus, le fait que ce soit des proches, qui s'ouvrent, en fait, qui s'ouvrent et qui racontent aux lecteurs, leur histoire comme s'ils le racontaient autour d'un café, à Paris et qu'ils se rencontraient, j'ai des amis d'ailleurs, certains de mes amis sont venus en France et ont rencontré des amis français. C'est comme ça qu'ils pouvaient le raconter, mais un peu à cœur ouvert, vous voyez? Finalement, il y a peu de, enfin, je veux dire, il y a pas de pont, c'est difficile même, pour des Français, enfin pour des Ukrainiens réfugiés d'expliquer ce qui se passe. Je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai parlé avec des familles qui ont accueilli des Ukrainiens et des Ukrainiennes, chez eux, en France, où il y avait, parfois une incompréhension et du coup, tout d'un coup, enfin, du coup, je comprenais parce que j'avais dû quitter mon appartement, parce que bien sûr, enfin, je suis pas réfugiée, vous voyez? Mais j'ai dû quitter mon appartement, j'ai pas pu revenir et j'ai eu ce moment où je pensais qu'on ne reviendrait pas. Aussi le rapport au temps, je pense, est central, pendant la guerre et c'est ça que j'ai voulu expliquer et d'ailleurs en travaillant, je pense à la fin du livre, ce qui change en fait le plus pour, la population, que ce soit les civils ou les militaires, c'est le rapport au temps. C'est le fait qu'on est dans un temps qui est le temps de la guerre est extrêmement, intense, et extrêmement, enfin, vous avez un horizon qui est très, très réduit. C'est ça qui est la différence par rapport à la vie quotidienne, mais c'est compliqué, justement, c'est très douloureux et quand par exemple, mon amie Mira est venue en France, elle allait pas raconter ça à mes amis en France, comme ça autour d'un café et justement, le but, c'est que de laisser cette place. D'ailleurs, par exemple, une de ma colocataire Nastia, que je fais parler au début, elle m'a raconté, en fait, elle est journaliste et elle a vécu pendant 2 semaines dans un bunker, dans le bunker de la tour de télévision, enfin de la télévision, à Kiev et en fait, enfin même moi, en fait, cette histoire, je le savais pas en détail parce qu'elle a jamais voulu en reparler et j'ai d'autres amis, j'ai parlé à un ami qui s'est engagé, à l'été 2022, qui a été à Bakhmout, et qui maintenant, est à la frontière avec le Bélarus. En fait, vous avez pas vraiment l'occasion de parler à cœur ouvert comme ça, avec des gens, avec vos amis, quoi. Pendant la guerre, tout va tellement vite que même si vous parlez de vos émotions, voilà quoi, c'est que le soir après un verre et justement, c'est ça que je voulais raconter en fait, parler, des émotions, et donc les gens à qui j'avais accès, par exemple, j'ai pensé pendant un moment que j'ai pas d'amis qui ont des enfants. Donc c'est quelque chose qui est un peu absent, même si je parle d'enfants, je parle un peu de temps en temps des parents. Mais par exemple, c'est un thème qui est un peu absent, mais je pense que, d'ailleurs, j'ai des chapitres que j'ai dû enlever, mais je pense qu'il y a il y a d'autres éléments de choses qui changent pendant la guerre que je pourrais raconter, sur, le rapport à la religion, par exemple, qu'est-ce qu'on fait à la parentalité, que je mentionne un peu. Enfin, voilà, tout ce qui est, qui sont en fait des parties de la vie et de la vie quotidienne quoi, qui sont, du quotidien. C'est pas du news comme on dit, c'est pas de de l'actualité, mais ça éclaire quand même, l'Ukraine d'aujourd'hui, je pense.
Oui, ça devient plus accessible et bien sûr que le livre est partiel parce que dans une expérience partielle, tu as mentionné le chapitre sur les enfants. Pour moi, bien sûr, il serait très intéressant de lire voilà, un chapitre sur les enfants. Mais je comprends que tout simplement, voilà, dans ton entourage, bah, tu traitais des sujets qui se donnaient, qui s'ouvraient à toi. Et donc, voilà, bien sûr que tu peux pas tout raconter dans un livre. Personne ne peut tout raconter dans un livre. Et donc, voici, c'est plutôt, je dirais, un portrait d'une génération voilà, qui fait des choix, qui réfléchit, qui traverse cette guerre. Voilà, ta colocatrice, tu parles de cette fille à plusieurs reprises, dans cette tour de télé, mais Nastia, écoute, oui. cette tour de voilà, elle était bombardée, hein, donc et je me rappelle quand je lisais ce livre, en fait, mais je me rappelle de ces images que nous avons tous vues. C'était 1er mars, je crois. Oui, Je peux me tromper, 2022, on était choqués parce que les télés étaient bombardées à Kiev et donc elle se trouvait à l'épicentre, on va dire, mais elle était au sous-sol tout simplement. C'est ça que elle a survécu avec les autres, donc il y avait, d'ailleurs la première victime dans le monde journalistique, c'était ce mmh. jour-ci, si je me trompe pas. Oui, c'est Et ça. donc voilà cette chronologie et voilà très, très chaotique des premières heures, premières minutes, de la guerre. Toi d'ailleurs, tu as fait un chemin un peu extraordinaire, je dirais, parce que au moment où les premiers chars russes ont entré notre territoire, tu étais à Kharkiv et donc ton exode était encore plus compliqué et plus douloureux. Raconte-le. Oui, en fait, j'étais partie en reportage, juste avant, j'étais partie en reportage à Mariupol d'ailleurs avec, Fabrice, Després qui est, journaliste pour La Croix. Heu et on a fait donc une journée de reportage et après, on devait aller, à Chirokine, donc juste à côté, mais on a décidé de pas y aller et de partir et je me rappellerai toujours d'ailleurs le chauffeur qu'on avait à l'époque, qui venait de Donetsk, nous a dit: «Bah, alors vous avez peur? Vous voulez partir?» Et je m'en veux tellement encore parce que en fait, nous, on avait vraiment l'impression, les gens qu'on croisait avaient pas l'impression qu'il allait se passer quelque chose de très, très grave. Hem et à ce moment-là, en tout cas dans le Donbass, dans la région de Donetsk et de Louhansk, on savait enfin, comment dire? On s'attendait vraiment à ce qu'il se passe quelque chose. Je pense pas à ce point-là, mais en tout cas, et du coup, on est partis, à Kharkiv pour faire quelques reportages et je me rappelle, on devait aller à la frontière. Enfin bref, on avait quand même, je pense que c'est aussi une question de vision. On a grandi dans un de vision, de valeur, de se dire que c'était impossible. Enfin, je sais pas pourquoi, mais parce que parfois on pose toujours la question de: «Ah mais pourquoi vous l'avez pas vu arriver?» En fait, enfin je pense on était c'est ce que je dis aussi et je pense que la société par exemple, en France, pense toujours comme ça, que la guerre est impossible, que la guerre est une partie du passé et d'ailleurs, les gens à qui j'ai parlé, pensaient ça avant 2014, en Ukraine. Donc et donc du coup effectivement je suis allée à Kharkiv en me disant qu'on aurait le temps de travailler et que même si, enfin voilà, qu'ils n'arriveraient pas aussi vite, que ça se passerait comme ça. Et du coup, le 24 février, je suis partie de Kharkiv. On n'avait pas de. Notre chauffeur devait venir le matin, mais finalement, il est pas venu, bien sûr. Euh, et donc, on a dû fuir en voiture jusqu'à Kiev. Et à Kiev, en fait, on a fait 20 heures de route. Enfin, le temps qu'on arrive. Puis je pouvais pas rentrer chez moi parce que mes colocataires étaient déjà partis, que j'habite au 9e étage, que je suis à Obolon, enfin, c'est-à-dire dans le nord. Pour les auditeurs qui connaissent pas, et les auditrices qui connaissent pas, Kiev, en fait, c'est dans le nord, juste à côté, enfin, comment dire? C'était sur le chemin, quoi, des Russes. Exactement. Heu et en fait, pour moi, c'est vrai que quand ça s'est passé, j'ai eu cette impression de me dire: «Ah bah, ça y est, c'est la guerre totale». Enfin, c'est le pire qui puisse arriver et donc ça va être, horrible, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'en arrivant à Kiev, j'ai commencé à travailler pour l'agence France Presse et on a commencé à couvrir, enfin, je sais pas comment enfin, oui, voilà, je me suis retrouvée reporter de guerre du jour au lendemain, quoi et puis je me suis rendu compte aussi que j'ai un peu fait le pire, enfin, que c'était un peu le pire que tu puisses faire en tant que reporter de guerre. C'est-à-dire que j'avais pas d'expérience, mais en même temps, l'équipe, qui était sur place n'avait pas d'autres traducteurs, en fait, n'avait pas de fixeurs et ils avaient personne qui parlait ukrainien, qui connaissait la ville, donc je suis quand même restée. J'ai travaillé quelques jours, du coup à Kiev et après quand ils ont
décrété le couvre-feu de 2 jours, j'avoue que je croyais pas. Je sais pas pourquoi et en fait, à partir du moment où, pour moi, les certitudes sur le fait que la guerre est possible, la guerre est arrivée, j'avais l'impression que Kiev allait tomber, en fait et Ouais. ou en tout cas que Kiev allait être Mariupol, que les Russes allaient bombarder énormément, avec tout ce qu'ils ont, quoi et finalement, ça s'est pas Oui. passé. Ils ont réussi à tenir mais du coup, je suis partie, à Lviv et j'ai couvert, à Lviv, sans pouvoir rentrer chez moi justement, enfin, avec un sac à dos. Je suis partie dans un train toute seule, avec un sac Dans à un train dos. d'évacuation. Ouais, Oui, dans un oui. train d'évacuation, c'est ça. Ce que je trouve tout à fait intéressant dans ton livre, c'est vraiment, voilà, donc ta manière de prendre des notes, sans doute, ou bien d'avoir une très bonne mémoire parce que tu racontes, justement voilà, les premières heures, les premiers jours et après aussi avec beaucoup de précision et donc, dans cet exode de Kharkiv vers Kiev, tu racontes, par exemple, voilà, ce qui était j'étais frappée par cette image d'un homme qui était en train de pêcher justement sur la route paisiblement le 24 février donc c'est voilà cette, ce contraste avec le pays qui est un chaos ou bien voilà l'histoire que chauffeur qui était déjà, je crois, a été pillé par l'équipe de journalistes qui était voilà en fuite et donc ils ont demandé encore, 500 € pour cela ou bien le fait que, à quel point c'était bouché parce que voilà le chemin qui prenait d'habitude 5-6 heures donc on roule de Kharkiv à, Kiev en 5-6 heures, tu as pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, tous ces détails-là documentaires, ils sont voilà, qui sont déjà en train d'être oubliés un peu, même par des gens qui ont vécu tout ça. Il y a aussi le fait qu'on repousse aussi les mémoires, c'est-à-dire que les gens qui ont passé par cette première semaine très traumatisante, on cherche à oublier, en fait et ce que toi tu fais, tu fais, voilà, tu te fais remémorer, en fait et de mettre, les mots sur papier. Qu'est-ce qui exactement se passait et comment c'était justement cette ville vide? Nous l'avons vu, mais voilà, on oublie et on cherche à oublier aussi Oui, comment oui et puis c'était. je me suis fait violence, hein, en écrivant, enfin ça a été très douloureux, de me rappeler, mais parce qu'aussi, enfin, je pense que pour moi ça a été assez, il faut le dire, ça a été assez traumatisant et du coup j'ai des images, c'est un peu étrange parce que la mémoire fonctionne d'une certaine manière. Enfin, j'ai énormément lu aussi, pour ce livre et même avant, hein, j'avais fait des formations sur le trauma, sur comment travailler en tant que journaliste, avec des personnes traumatisées et cetera et en fait, votre cerveau enregistre pas vraiment, correctement, ce que vous vivez. Donc ça veut dire que pendant très longtemps et je le vois avec les personnes que j'interviewe, enfin ça m'est arrivé une fois, je me rappellerai toujours, une femme que j'ai vue à Lviv, qui pouvait même pas me dire son prénom, en fait, tellement elle était désorientée et tellement en fait, votre corps réagit quand il y a des moments comme ça de danger extrême, votre corps réagit, fait tout en fait pour sa survie. Et c'est-à-dire que tout ce qui est non nécessaire, comme par exemple juste la mémoire, c'est-à-dire se rappeler de ces événements, passe à côté. C'est pour ça, par exemple, que pendant longtemps, par exemple, j'en parle dans le chapitre sur l'hygiène ou sur la nourriture, que la première semaine, par exemple, il y a des gens qui mangeaient quasiment pas parce que bon, il y avait pas de nourriture, mais que vous sentez pas forcément la sensation, de faim ou alors, vous pouvez pas vous doucher, enfin, vous pouvez pas, vous laver les dents, mais en fait, c'est tellement la dernière des priorités que, je le raconte justement dans la question de l'hygiène, là-dessus sur, des gens que j'ai rencontrés dans le métro à Kharkiv, après en mai, quand, la ville était encore enfin début mai, quand la ville était encore bombardée. Des gens dans le métro, c'est des volontaires qui m'ont dit, qu'ils leur ont donné des brosses à dents, sans demander, qui en avait besoin parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient pas de brosse à dents depuis 1 mois et demi, quoi. Donc et en fait, ça devient tellement une dernière, ça met énormément de temps ensuite, je pense, de comprendre et de comment dire? De mettre dans des cases et de ranger ça dans votre mémoire, tout ce que vous avez vu. Mais parce que c'est vrai que moi, par exemple, alors j'ai pris des notes, mais il y a aussi énormément je pense que j'ai une bonne mémoire, mais aussi il y a énormément d'images qui m'ont marquée, en fait. Comme ce mec qui pêchait, parce que je m'en suis toujours rappelée. Il y en avait un qui pêchait et puis il y avait un autre qui coupait sa haie, en fait, enfin, coupait son arbre devant chez lui, alors que nous, on était, dans une file de voitures avec des milliers et des milliers de voitures.
sur la route de Kharkiv à Kiev et puis lui, en fait, était là en train de tailler sa haie et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il fait là?» Ou alors quand on quittait, il y avait, les gens prenaient tout ce qu'ils avaient, donc il y avait des gens qui prenaient des tracteurs, j'ai vu un mec, ça aussi je m'en rappellerai, qui avait son perroquet dans sa cage. Il avait juste une valise, il était à pied, il attendait une voiture, je pense, et il avait, son perroquet dans sa cage et une toute petite valise parce qu'à mon avis, ce perroquet était ce qui était le plus important pour lui, quoi. Donc voilà, tous ces détails, et finalement, en fait, d'ailleurs, c'est en travaillant sur ce livre, hem, que ça m'a permis, aussi de peut-être tourner une page, de tourner une page de cette première année, bon, surtout de la première année et les 6 premiers mois de la guerre totale, mais en plus d'avancer, quoi, vous voyez? Parce que, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, en relisant, que je me rends compte que j'ai oublié ces détails-là. Après l'avoir écrit. Et je pense que c'est aussi important parce que je le vois en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à écrire des carnets, des gens que j'interviewe, qui vivent dans des villages, enfin, vous voyez? Pas des écrivains, en fait, et c'est super intéressant, je trouve, ce moyen, d'ailleurs, il y a des théories en psychologie là-dessus, sur le fait que vous pouvez pas contrôler votre histoire, mais vous pouvez contrôler comment vous la racontez. Et je vois par exemple des gens, ou même des personnes du livre d'ailleurs, tiennent des carnets depuis 2 ans, et c'est assez intéressant en fait. Justement, ça permet, je pense de, de mettre ça, de pas d'oublier, mais de mettre ça de côté et d'avancer, pour continuer, quoi, vous voyez? Mmh mh. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a un effet aussi thérapeutique, de l'écriture, vis-à-vis ce qui était vécu, parce que c'est une expérience absolument humaine. Toi, tu étais journaliste, mais tu n'étais pas du tout journaliste, un reporter de guerre, tu étais pas, et d'ailleurs dans ton livre, il y a cet épisode qui m'a beaucoup amusé. Peut-être amusé, c'est pas le bon mot, mais je te dis, voilà, comme ça simplement, quand, tu reçois un appel, d'un fonctionnaire, je pense, de la région de Donetsk, qui te connaissait sans doute, par ton travail d'avant. Il essaie de te convaincre de te déplacer, à Donbass, parce qu'il faut aussi dire à notre non, à nos auditeurs, que c'est vrai que voilà, toute l'attention de la presse internationale est à ce moment-là, les premiers jours de la grande invasion, il était fixée d'une manière ou d'une autre sur Kiev, la capitale, qui était bien sûr, sous cette attaque russe, et que la capitale risquait de tomber. Mais, très peu de gens parlaient, racontaient ce qui se passait véritablement sur le Donbass à cette époque-là. Et donc lui, il t'appelle pour dire que: «Mais, mademoiselle, venez, venez, vous devez venir absolument, je vais vous mettre dans le blindé, vous allez me suivre, je vais vous raconter plein de choses». Et toi, dans cette impossibilité de venir, parce que voilà, tu n'as pas ces qualifications-là, tu veux pas non plus, voilà, tu sais pas comment le faire aussi, parce que côté logistique, voilà, de la presse, y compris la presse internationale, c'était pas du tout évident. Peut-être que pour, quelques exceptions de gens très expérimentés, elles pouvaient se débrouiller, et puis ceux qui se préparaient à ça, elles pouvaient se débrouiller pour aller, grosso modo, au Sloviansk, Kramatorsk, voilà, dans les premiers jours de la grande invasion. Mais or, les autres n'étaient pas du tout prêts comment le faire, et donc toi, voilà, tu te retrouves dans cette impossibilité de faire ça. Je trouvais d'ailleurs, voilà, dans tes lignes, voilà, dans ta manière de noter, il y a certaines phrases qui résonnent d'une manière, tout à fait juste et tout à fait belle à la fois, et qui questionnent, en fait, qui remettent en question cette couverture, voilà, purement médiatique de la guerre. Et tu écris dans un moment, je cite, «La guerre, ce n'est pas seulement les champs de bataille, les bombes, les ruines, les tranchées, les uniformes. La guerre, c'est ce vide en vous». Et donc je me rappelle de c'est une phrase qui me parle beaucoup, parce que c'est ça, en fait, ce qui s'est passé durant les premiers jours, ce vide, qui est d'abord très très concret, parce que la ville est vide. La vie est vide du sens de, voilà, de l'emploi du temps, du tout, en fait, quand les Mmh. gens, voilà, ils perdent tout. Et je trouve ça très beau. Mais tu perds, même, le quotidien, tu perds, il y a plus de week-end, il y a plus de calendrier, il y a plus d'école, il y a plus, tout ce qui en fait marquait ta vie en tant qu'individu disparaît. Et même avec le temps, aujourd'hui, bien sûr que la vie quotidienne revient, et parfois, et je trouve que les médias adorent justement parler de la vie qui revient. Je trouve que ce terme est assez cliché, en fait, quand on y réfléchit, parce que la vie était encore là. La vie était juste différente. Mais même aujourd'hui, la vie revient, mais hem, la guerre aujourd'hui,
pour moi, de ma vision, enfin de mon point de vue en tout cas, et je sais je pense que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, mais ce qui me marque le plus, même même quand je parle, à des soldats, c'est l'absence de sécurité bien sûr, mais c'est des choses qui se voient pas. Enfin, en fait, c'est pas juste les tranchées, les bombes, les checkpoints. C'est des choses qui se voient pas, donc c'est l'absence de sécurité, l'absence des proches, le fait qu'il y ait toutes ces familles qui est séparées et ça d'ailleurs, et ça je pense que et naturellement en fait, quand vous êtes journaliste étranger et que vous débarquez dans les tranchées, bah oui, vous avez parlé de combien de d'obus ils envoient par heure. Mais au fond, le soldat, enfin qui est face à vous, enfin je sais pas moi ce qu'il m'a dit, je me rappellerai, toujours quand je suis passée un peu de temps, dans le Donbass à l'été, 2023 ou dans des endroits qui étaient un peu plus calmes, donc du coup, on pouvait travailler, où les gens pouvaient s'ouvrir, où il y a un mec, d'une trentaine d'années qui m'a dit qu'en fait, il a jamais vu son fils de 2 ans parce que sa femme, elle a accouché, juste avant l'invasion et puis que enfin non, pendant l'invasion et qu'en fait, il était déjà sur la ligne de front et 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 je pense que et les familles qui sont séparées, pas seulement des soldats, les je trouve aussi, l'absence de le fait, par exemple et c'est ça aussi que je voulais essayer de montrer avec ce livre et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de parler de gens qui se connaissent entre eux, un peu d'un groupe d'amis, c'est pour aussi montrer que toute la société est éclatée. C'est pas que le quotidien, c'est aussi, enfin là, vous le voyez moi je l'ai vu dans mes proches, mais même si vous allez, à Lviv, Heu, bah, en fait, il y a des absents. Il y a des gens qui sont partis, à la guerre, qui sont partis au front, qui sont engagés dans l'armée. Mais si vous êtes à Kiev aujourd'hui, oui, bien sûr, et c'est pour ça aussi, c'est que la vie revient à la normale. Oui, les gens vont dans des cafés et cetera. Mais en fait, si vous écoutez les conversations, c'est des gens qui racontent, comment leurs frères, leurs cousins, leurs amis, sont partis se battre. Comment, en fait, ils ont des amis qui sont, réfugiés en Europe depuis 2 ans. Et d'ailleurs, moi, enfin, vous voyez, j'ai 2 amis, je parle de Mira et de Mila qui sont maintenant à Francfort, un autre couple d'amis qui est à Bratislava, 2 autres qui sont maintenant militaires et il y en a qui sont humanitaires, donc du coup journalistes et du coup effectivement ils sont constamment en mission. Enfin si vous voulez, la vie quotidienne est juste, en fait toute cette énergie et c'est ça qui est très douloureux je pense, aujourd'hui, c'est que toute la vie quotidienne, l'énergie qui était dédiée à faire quelque chose de bien pour le pays, pour la société, à avancer, pour soi-même aussi, enfin juste à construire quelque chose, est aujourd'hui dédié à survivre et à, tenir la défense du pays et à ne pas mourir et être tué par des bombes russes ou à ne pas être occupé, en fait. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper, que je voulais vraiment expliquer avec ce livre, à des Français pour qu'ils essayent de se rendre compte de ce que c'est au quotidien. Oui, tout à fait. Mais à la fois, ce que je trouve, aussi un des mérites de ton livre, c'est que tu donnes un portrait très réaliste de la génération. Par exemple, tu donnes la parole, aux uns et aux autres, des gens autour de toi, des gens de ton âge et donc tu racontes, par exemple, l'histoire de ce couple de tes amis qui étaient à Sri Lanka, en fait, qui ont parti quelques jours avant l'invasion au Sri Lanka parce que tout simplement c'était planifié et donc ils ont déjà payé leur booking au Airbnb et donc voilà, donc ils se retrouvent à Sri Lanka et puis voilà tu donnes la parole à ce jeune homme, Denis qui raconte voilà ses hésitations et puis après il n'est jamais rentré d'ailleurs en Ukraine, donc il reste toujours à l'étranger. Il a beaucoup de il contribue voilà, à beaucoup faire les donates, ce qu'on appelle voilà les dons de l'argent pour l'armée et donc voilà et après il y a des images qui sont en contradiction, je dirais, hein, voilà avec cette image un peu trop héroïque parce qu'on a souvent l'impression on est à l'étranger qu'on perçoit les Ukrainiens comme une espèce de surhomme, surfemme qui sont capables de tout, ce sont des humains en fer. Voilà. Après cette résistance justement très acharnée du début et donc aussi de l'après, c'est que le fait qu'on tient, c'est-à-dire qu'on est tous pareils, on est tous très unis, ce sont des gens voilà qu'on rencontre pas en Europe, ils sont autrement. Mais or non, justement, donc le mérite, c'est que de raconter où tu racontes l'histoire de ce jeune homme, heu
de la région de Donetsk, en fait, originaire de cette région-là, qui était très actif dans des sociétés, dans les organisations humanitaires, pendant la période de 2014 jusqu'à l'invasion. Il avait même pensé à un moment donné de s'engager, il l'a pas fait. Et donc finalement, en 22, il ne s'est pas engagé, il était attrapé par, comment ça s'appelle ça? Les commissariats de militaires, comme ça dans la rue, littéralement dans les Carpates, en vacances avec sa petite copine, voilà, française. Et donc voilà, tu racontes ça d'une manière très réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est, voilà, quand on est attrapé, voilà, toutes ces hésitations. Oui, il a aujourd'hui, il est dans l'armée, il a assumé, voilà, le fait d'être dans l'armée, mais tu décris ça d'une manière très réaliste, et ça démontre que, voilà, la société ukrainienne, elle n'est pas voilà, cette image très virtuelle des surhommes et surfemmes, mais c'est une société vivante avec des courageux et moins courageux, avec des gens, qui, voilà, qui sont dévoués à la cause de la guerre, et d'autres qui, voilà, qui pen bah, et tout le monde pense aussi à sa vie. Et donc tout ça, c'est, voilà, c'est un mérite en quelque sorte. Mais je pense aussi que, parfois, notamment, dans les médias étrangers, mais même en Ukraine, hein, on entend ce truc de il y a des gens qui vivent la guerre et puis il y a des gens qui la vivent pas. Il y a des gens qui l'ont oubliée. Dans ce que je vois, dans les interviews que je fais, oui, enfin, je trouve qu'il y a personne qui l'a oubliée, en fait, la guerre. Tout le monde a perdu quelque chose, pendant la guerre. Tout le monde a pas de la même manière, mais tout le monde est affecté, quoi, que ce soit, et d'ailleurs, enfin, je veux dire, même dans les hommes, enfin, je vous dis, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes, et même des personnes qui sont pas engagées du tout, qui sont pas politisées. J'ai pas rencontré des gens, parce que je pense que bon, ils sont peut-être partis du pays, mais je pense que le nombre de personnes qui s'en foutent complètement, enfin, qui s'en fichent en fait de la guerre, est minime, quoi. Mais en fait, c'est difficile parce que bien sûr ça crée, là, en fait, maintenant, après 2 ans, on arrive dans un moment où il faut que plus d'hommes s'engagent, en fait, où les ressources commencent à s'épuiser, et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué pour n'importe et je pense que ce serait compliqué pour n'importe quelle société, bien sûr. Il y a des gens qui veulent y aller, d'autres qui veulent pas y aller. Il y a des femmes, et puis j'explique aussi, par exemple, sur la question de l'engagement, que finalement l'engagement est quand même très genré. Et on le voit, par exemple, parce que je donne la parole à une de mes amies, Nina, euh, qui faisait pas du tout quelque chose en lien avec la guerre, le militaire avant, et qui est devenue traductrice militaire sur une base de l'OTAN. Et en fait, elle me dit tout le temps: «Je suis pas assez courageuse, je suis pas assez courageuse». Je pense que pour aller m'engager dans l'armée, mais en fait, des fois, c'est un peu par hasard. Les gens se retrouvent dans l'armée, dans des positions proches de la ligne de front, assez par hasard. Et en plus, c'est quelque chose d'autre, je trouve, qui est assez important. Et même au sein de la société ukrainienne, en fait, il y a bon, déjà, bien sûr, en France, on a une incompréhension de ce qu'est l'armée. Parce que je me rends compte, j'ai encore des journalistes qui me demandent, qui me disent: «Ah, mais c'est pas possible», quand je leur dis, parce que le ministère de la Défense avait dit qu'il y avait environ 1 million, enfin, entre 1 million de soldats maintenant dans l'armée ukrainienne. Et en fait, j'ai eu un éditeur qui m'a dit: «Mais c'est pas possible, il y a pas 1 million de soldats qui est assis dans les tranchées». Et je lui ai dit: «Mais en fait, l'armée, c'est pas ça. L'armée, il y a énormément de positions différentes dans l'armée. Il y a énormément, de choses différentes à faire, il y a des cuisiniers dans l'armée». D'ailleurs, j'en interviewe un dans le livre, je lui donne la parole. Il y a, comment dire? Ça, là encore, c'est une image. C'est une image de, qu'est-ce que c'est la guerre? C'est, des gens, qui sont assis dans des tranchées et puis qui tirent sur des Russes avec des kalachnikovs. Alors qu'en fait, ça, c'est une image de la Première Guerre mondiale, qu'on a en France, qui est assez, enfin, qui pour une partie de la ligne de front, pour la première ligne, à certains endroits est vraie, mais pour plein d'autres endroits qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que, et je pense aussi, là, c'est pour aller plus loin, c'est que je pense qu'il y a une certaine incompréhension, parce qu'aussi la guerre, parce qu'en fait, on est des pays dans l'Union européenne qui n'ont pas connu la guerre depuis des années, depuis 70 ans. Et du coup, on n'a pas cette compréhension de ce que c'est au quotidien. On n'a pas du tout, enfin, on a du mal à voir l'engagement, à comprendre l'engagement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je fais l'interview aussi, enfin, je donne la parole à une personne qui se cache de l'armée dans le livre. Et bien sûr, en Ukraine, c'est extrêmement tabou. En fait, socialement, c'est quelque chose que vous pouvez pas exprimer dans la société ukrainienne.
et en même temps, je lui disais: «Mais je pense que les lecteurs français te comprendraient plus toi que la personne qui prend les armes». Donc je sais pas comment dire, effectivement, il y a plein de complexités, il y a plein de nuances dans ce qu'est la guerre, et je trouve ça important de justement rapporter cette nuance et de pas rester sur, il y a la ligne de front, c'est la ligne de front et l'arrière, les tranchées et puis les ruines. Non, c'est pas ça en fait. Enfin, je trouve, le quotidien pendant la guerre. Oui, le tableau est bien plus complexe et donc il y a une chose qui est très clairvoyante aussi dans ton livre et là, peut-être on terminera là-dessus. Tu décris, voilà, dans ce chapitre que j'ai déjà annoncé que j'ai beaucoup aimé, «Fermer la porte à clé». Tu racontes un peu ton expérience et puis là tu écris, là, je vais te citer une fois de plus, «Vous aimez beaucoup vous aimez beaucoup plus que vous avez perdu. Soudain, j'éprouvais une sorte de fierté à annoncer que j'étais de Bologne. Oh, Bologne était aussi devenu le quartier qui a tenu. Et donc voilà, dans tout ce chapitre, il y a voilà ce sentiment voilà de retourner et puis la découverte, en fait, qui était d'ailleurs, je suis convaincue, faite par tout et chacun en Ukraine, la découverte à quel point on aime tout ce qu'on prenait comme acquis, en quelque sorte. Ce que la guerre aussi, c'est l'expérience de découverte de à quel point on tient à nos immeubles, à notre quotidien, à notre calendrier, à tout ce qui était notre vie et donc c'est aussi ça qui motive les gens, les hommes, les femmes et puis de s'engager et puis de continuer cette résistance même si, voilà, tout le monde est bien sûr fatigué et donc tu avais dit que cette histoire de ce déserteur qui avait payé 10 000 € pour, fuir, elle parlera plus français, mais peut-être aussi c'est une leçon aussi de bah, aux Français et puis aux autres, c'est qu'en fait, on sait jamais parce que avant que on sait rien sur soi avant que la guerre n'arrive. Quand la guerre arrive, on découvre aussi des choses sur soi, on découvre qu'on est à quel point on en aime, à quel point on est prêt à défendre, ce qui est considéré, qu'une vie comme une vie médiocre, mais en fait, non, elle n'est pas médiocre. Tout ce qui est nôtre, c'est digne d'être défendu, c'est digne de tous nos efforts et puis de tous les sacrifices qui ont été faits, n'est-ce pas, Clara? Oui, et là récemment, c'est intéressant parce que je parlais, bon, bien sûr, je pense que c'est important de noter qu'en Ukraine, il y a beaucoup plus de gens qui ont rejoint l'armée, volontairement que de personnes qui ont payé pour quitter le pays, totalement. Enfin, ça, c'est un fait, incontestable. Hem Enfin oui, par exemple, je parlais récemment avec une journaliste, qui passe beaucoup de temps avec les soldats, et elle me disait: «Ah mais tous ces Ukrainiens, enfin, à l'étranger, tous ces Ukrainiens à l'étranger, ils reviendront jamais en Ukraine parce que bon, là-bas, ils ont des bons salaires et puis ils font leur vie et puis, la vie est meilleure là-bas». Et je lui ai dit: «Mais en fait, moi justement quand je parle avec des gens à l'étranger, en fait, il y a quelque chose qu'elle sous-estime, je pense, énormément, c'est l'envie d'être à la maison, l'envie d'être chez soi, de parler sa langue, d'être dans sa ville, d'être dans une communauté, en fait. Parce que quand vous êtes, ukrainien à l'étranger, et justement je donne la parole à plusieurs personnes qui se sont réfugiées, à l'étranger, vous êtes pas chez vous, en fait. Et peut-être pour conclure, effectivement, c'est ça, j'espère que les Français vont, en lisant ce livre, bien sûr, c'est déprimant, c'est certains m'ont dit: «C'est quand même, dur à lire» et cetera. Et en même temps, j'ai envie qu'ils se disent, la chance qu'on a, de vivre dans un pays en paix. En fait, c'est quelque chose qu'on oublie complètement, de pouvoir vivre chez soi, de pouvoir, enfin tout en fait, d'être libre, de pas, que votre vie ne soit pas dictée par la guerre, en fait. Et j'espère que justement ça les fera, enfin ça, ils réfléchiront un peu plus à leur vie, ça leur apprendra quelque chose, sur eux-mêmes aussi, en fait. Oui, sur, voilà, donc de pas prendre sa vie et donc les conditions qu'on a pour un acquis, c'est-à-dire parce que c'est jamais acquis tant que les guerres sont possibles, c'est jamais on peut toujours tout perdre. Donc l'impossible, l'impensable comme cette grande invasion russe peut arriver, voilà, n'importe où en fait, à tout moment et donc voilà, c'est là qu'on découvre, on se découvre et puis on découvre aussi que rien n'est plus cher, que la maison.
ta maison, même s'il est à Bologne, comme ton appartement, ou bien comme ma maison à Brovary. Donc voilà, j'étais absolument solidaire avec toi quand je lisais ces lignes. Et puis rien n'est plus cher que ton école, et puis voilà, que ton quartier, et puis ton café aussi, ta terrasse préférée avec ton café. Donc tout ceci, ça et ta liberté aussi de déplacer, ta liberté d'être qui tu es. Et donc c'est ça qui continue à motiver les Ukrainiens et les Ukrainiennes de continuer ce combat. Merci beaucoup Clara pour cet entretien et pour ce livre très juste, très émouvant aussi, très profond aussi sur cette expérience que l'Ukraine avait traversée durant presque 2 premières années de l'invasion. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Clara Marchaud, journaliste et auteure du livre Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.